Des combats à l'Est, au scandale à Kinshasa, en passant par une révolution technologique et ajoutant la question des Matata Tamponyo et l'affaire Bukangalozo, on va tout revoir en revue, mesdames et messieurs, ici sur Zone Télévision. Bonjour et bienvenue. La FC M23 progresse vers Nyakakoma et s'empare de Lunyasenge. L'article reporté par actualité.cd dit que depuis le 2 mai 2025, le mouvement a pris le contrôle de Lunyasenge, une localité stratégique sur le lac Édouard dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Cette offensive menée contre les forces armées de la République démocratique du Congo a provoqué non seulement les déplacements de milliers de civils, mais a également paralysé la pêche et l'agriculture qui a également été essentielle à la région. Selon les postes X comme celui de Stanis Boudiakera, le journaliste congolais, cette avancée s'inscrit dans une série de gains territoriaux pour les M23 qui contrôlent déjà la ville de Goma et de Bukavu, les deux plus grandes villes de l'Est de la République démocratique du Congo depuis janvier et février 2025. Ces combats surviennent alors que des pourparlers de paix sont en cours. Le 25 avril 2025 à Washington, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé une déclaration de principe sous l'égide bien évidemment du secrétaire d'État américain Marco Rubio, s'engageant à respecter la souveraineté mutuelle et le cessez-le-feu à tout soutien aux groupes armés. Quelques jours plus tôt, le 23 avril à Doha, le Qatar a obtenu également un cessez-le-feu temporaire entre la RDC et les M23 après des négociations qualifiées de franches et constructives. Disons donc, les deux parties ont promis une cessation immédiate des hostilités et un rejet des discours de haine selon un communiqué conjoint sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Pourtant, la réalité sur terrain est différente. Corneille Nangaa, qui est à la tête de l'AFC, chef de l'Alliance alors du fleuve Congo, la branche politique du M23, a déclaré sur Télégraphe le 29 avril que ce mouvement, il a bien dit, continuera à se battre tant que Félix Antoine Tshisekedi restera au pouvoir, rejetant un cessez-le-feu durable. Des sources citées par des Reuters rapportent que des frustrations sur les rythmes des négociations, notamment sur des mesures de confiance comme la libération des prisonniers, à Lunyasenge des combats montrent que les engagements de paix peinent à tenir. Le contexte explosif, l'ONU, les États-Unis et la République démocratique du Congo accusent les Rwandais de tenir les M23 avec des armes et des troupes, avec 4 000 à 12 000 soldats rwandais signalés en RDC. Kigali nie, affirmant agir en autodéfense contre des milices anti-Tutsi comme les FDLR liés au génocide du Rwanda. Nous sommes en 1994. Le M23, composé principalement de Tutsis congolais, revendique la défense de sa communauté, mais ses ambitions semblent plus vastes. Nangaa parle de renverser Kinshasa et le mouvement a établi des administrations parallèles à Goma et à Bukavu, incluant un système bancaire, mais malheureusement qui peine à commencer. L'impact humanitaire est catastrophique. Depuis janvier 2025, l'ONU rapporte 7 000 morts et 500 000 déplacés dans le nord et le sud Kivu. À Lunyasenge, les civils fuient vers les sites Kivu, aggravant une crise déjà qualifiée par l'ONU comme l'une des pires au monde. Les négociations, bien que prometteuses, sont fragiles. Des affrontements ont été signalés à Calais. Nous sommes le 29 avril et le M23 a capturé un village minier aurifère qu'on appelle Kataasomwa. Disons donc, écoutez ce qu'en pense M. Christopher Moïsa, membre du mouvement citoyen Filimbi, sur la question du M23, malgré les accords qui sont en train d'être finis, nous sommes aux États-Unis entre la RDC et le Rwanda. Bonjour, messieurs les journalistes. Par rapport à la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo, il est clair que toutes les démarches, qu'elles soient militaires, qu'elles soient diplomatiques et même humanitaires, ne marchent pas très bien. Les raisons principales sont telles que les acteurs en face ne se font pas confiance, ils ne sont pas sincères envers eux-mêmes. Les uns et les autres servent des intérêts de forces et de puissances obscures dans lesquelles les Congolais ne se retrouvent pas. Et malheureusement, malgré toutes les démarches diplomatiques, vous êtes aussi surpris de voir que le combat continue sur le terrain. Qu'il soit au Nord Kivu comme au Sud Kivu, le M23 continue à gagner des espaces. Donc nous sommes aussi très surpris de voir que même la communauté internationale ne parvient pas à mettre un frein à cette violence, à cette crise,
Et pour les communautés locales, malheureusement, c'est elles les plus grandes victimes parce qu'aujourd'hui, les populations de Goma et de Bukavu se voient leurs petites épargnes être bloquées dans des institutions financières. La situation socio-économique ne marche pas. La situation humanitaire n'a pas assez de mobilisation par rapport au partenariat international. Et du coup, nous, au niveau de la société civile, nous avions donné plusieurs propositions, notamment des propositions militaires, des propositions diplomatiques et même des voies de négociation politique. Mais dans tous les cas, nous avons vu le gouvernement congolais s'est radicalisé d'une part, les M23 de l'autre côté. Et du coup, aujourd'hui, ce sont maintenant les puissances étrangères comme les États-Unis et le Qatar qui prennent des responsabilités. Et nous, les Congolais, malheureusement, nous restons comme juste des simples spectateurs alors que nous devions être des acteurs dans la recherche des solutions aux problèmes de la RDC. Pour nous, nous pensons que les dynamiques internes doivent jouer un rôle très très important pour que nous puissions finalement retrouver la paix et la sécurité dans notre pays. Les résolutions qui viendront de l'extérieur seront certes des solutions éphémères qui n'auront pas effectivement des résolutions durables pour le conflit qui ont duré déjà plus de 30 ans en RDC. Rappelons que Lunya Senge, c'est plus qu'une localité, c'est un carrefour stratégique, un symbole de l'échec des pourparlers. Alors que Washington et Doha alignent les promesses, les M23 avancent et les civils paient le plus fort. Nous avons sollicité alors Christopher Moïsa, activiste de la société civile, pour un audio qu'il nous a partagé et que vous avez écouté. Tournons la page et revenons sur les dialogues ou guerre des égos. Nous sommes à Kinshasa avec les hommes politiques de la capitale. Changement dit narratif, direction au Kinshasa où la politique ressemble à un feuilleton alors dont on ne voit pas la fin. Premier rebondissement, Martin Fayoulou, leader de l'ECD, lance un appel qui fait jaser. Il veut un grand dialogue national réunissant gouvernement, opposition, même les groupes armés avec le soutien des églises catholiques et protestantes. Signalons d'ailleurs qu'il y a quelques mois, l'ECC et Senko ont commencé une tournée qui a commencé par la République démocratique du Congo, passant par Goma pour venir voir bien évidemment les chefs du mouvement M23 AFC avec Corneille Nangaa à la tête et Bertrand Bisimwa avant d'aller vite fait vers les Rwanda pour chuter en Angola, passant par l'Italie et revenant récemment aux États-Unis. Alors, Fayoulou dit avoir pardonné à Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Corneille Nangaa, qu'il accuse d'avoir volé l'élection en 2018. Son message, oublions les passés, unissons-nous pour la paix. Mais l'histoire ne s'arrête pas. À ce niveau, Joseph Kabila, l'ex-président de la République démocratique du Congo, sénateur à vie, aurait fait son grand retour le 18 avril à Goma, dans une zone contrôlée par AFC M23. Le gouvernement crie à une trahison, suspend son parti politique, le PPRD, et lance des poursuites. Et puis, il y a Matata Mponyo, l'ex-premier ministre poursuivi dans l'affaire Boukangalonzo. Vital Kamere dénonce une injustice car les immunités de Matata Mponyo n'auraient pas été levées. La Cour constitutionnelle, elle veut juger avec 20 ans de prison clé. Disons donc, revenons sur la question qui est un scandale qui fâche toute la République démocratique du Congo. C'est la question de Nicolas Kazadi qui a été invité sur un média dans la capitale et revenir sur des scandales des hommes politiques à Kinshasa. Disons, il a parlé de l'absence de la gouvernance. L'ex-ministre des Finances a lâché une bombe. Il parle dans un carnaval d'impunité dans la gestion de l'État. Des millions de dollars détournés, des contrats opaques, pendant que nos écoles manquent de bancs et des hôpitaux de médicaments. L'Observatoire de la dépense publique, alors ODEP, tape du poing sur la table et demande Félix Antoine Tshisekedi d'agir. Plongeons dans cette question qui dérange la scène politique congolaise. Média Congo, dans son édition du 3 mai, titre Boukangalonzo, Matata Mponyo face à la justice, Kamere s'interpose. L'article nous plonge dans ces fiascos agro-industriels lancés en 2014 sous Joseph Kabila. Le parc des Boukangalonzo dans les Kwango promettait l'autosuffisance alimentaire pour Kinshasa.
Mais sur les 285 millions de dollars investis, plus de 200 millions auraient été détournés. Selon l'inspection générale des finances, Matata Mponyo, alors Premier ministre, est accusé d'avoir contourné les règles de marché public pour confier les projets à la société sud-africaine Africom Commodity, dirigée par Christo Grobler. Avec lui, l'ex-gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, est aussi poursuivi. Les procès devant la Cour constitutionnelle est un véritable feuilleton. Nous sommes le 23 avril, le ministère public a requis 20 ans des travaux forcés contre Matata Mponyo et son arrestation immédiate, l'accusant des détournements via des surfacturations et des sociétés écrans. Mais Matata Mponyo refuse de comparaître, invoquant ses immunités alors parlementaires des sénateurs et des députés nationaux. Il largue via son parti LGD que la procédure est illégale car ses immunités n'ont pas été levées, une position soutenue par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Kamerhe, dans une lettre datée du 25 avril 2025, il a interpellé le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, rappelant que l'article 107 de la Constitution exige une levée des immunités par l'Assemblée nationale. Il a exigé la suspension des poursuites dénonçant une violation constitutionnelle. Mais Kamuleta, dans une réponse du 2 mai, a répliqué que l'affaire est déjà en délibéré, laissant entendre que le procès suit son cours. Cette bataille alors oppose deux poids lourds institutionnels, l'Assemblée nationale contre la Cour constitutionnelle. Matata lui crie à un complot politique. Candidat à la présidentielle 2023, il affirme avec des soutiens comme Denis Mukwege en 2023 et Martin Fayulu que ces procès visent à l'écarter de la course à la présidentielle. Des accusations graves pèsent pourtant. Des documents révélés par Reuters en 2021 montrent que sa femme Hortense Kachoko a créé une société agricole, Feed Africa, avec Christopher Glober en 2014, juste après qu'Africom a remporté les contrats. Matata Mponyo nie tout enrichissement personnel, renvoyant la faute aux ministres à l'époque comme Louise Munga et Jean Chrysostome Vahamwiti, qui l'accusent alors en retour d'avoir tout orchestré. Le 23 avril, la Cour a décidé de juger Matata Mponyo par défaut avec Globler Mutombo absent malheureusement. Le ministère public a dénoncé un mépris de juridiction, tandis que des posts sur X comme ceux de journaliste Stanis Boujakera rapportent que le verdict est attendu le 14 mai 2025. Sur les réseaux, l'opinion est divisée. Certains comme Bedelou accusent Kamerhe de protéger Matata Mponyo pour des raisons obscures, rappelant que les deux hommes ont eux-mêmes frôlé la justice dans les affaires passées. On peut dire que Vital Kamerhe, connaissant ce que fait la prison et la justice congolaise, peut-être il vient à la rescousse de Matata Mponyo. Changeons de chapitre, parlons de la révolution avec Starlink, la société de Elon Musk qui vient d'être autorisée à opérer en République démocratique du Congo avec 6750 satellites. Starlink promet un internet rapide même dans nos villages les plus reculés. Ah voilà, l'association congolaise d'accès à la justice salue l'initiative disant qu'elle va briser les monopoles des opérateurs actuels. Starlink, c'est une opportunité énorme, mais attention, l'équipement coûte trop cher et sans aide, les riches en profiteront car il se peut qu'il faut plus de 300 $ pour un kit complet sans compter l'abonnement mensuel. Et puis, ces projets arrivent pile quand la RDC se rapproche des États-Unis d'Amérique. Est-ce une coïncidence? Peut-être les Américains veulent par contre contrer la Chine dans la télécommunication. C'est la fin de cette partie, mesdames, messieurs, vous avez été avec nous. Merci beaucoup d'avoir été fidèles à Zonart Télévision. On se dit à très bientôt. Ciao.